Bonsoir, bienvenue dans la 335e édition du Journal des Sports et toujours sur l'antenne de Canal 32. Merci de nous être fidèles. Avec nous ce soir sur ce plateau, le vainqueur du Tour du Bouchon de Champagne, le chapelain Ahmed Arejdal. Mathieu Drujon, le coureur cycliste professionnel de la Caisse d'épargne aussi, qui a déjà terminé sa saison. Nous en parlerons avec lui en toute fin d'émission. En attendant, regardez le programme qui vous attend ce soir. Il y aura du football avec la 9e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Les Stacks se rendaient à Dijon, un déplacement pas vraiment de tout repos. Il y avait aussi du basket avec la 3e journée du championnat de France de basket de National 3. Les hommes d'Olivier Perrin sont bien partis dans ce début de championnat. Contre Dijon samedi soir, ils cherchaient à enchaîner. Et puis pour terminer, nous parlerons rugby avec la toute première journée du championnat de première série. Le rugby Champagne de Saint-André-les-Vergers accueillait l'équipe de Dourdan. Victoire souhaitée pour cette première à domicile. Voilà pour le programme et commençons donc tout de suite par le football et la Ligue 2. L'équipe de Jean-Marc Furlan se déplaçait à Dijon chez une formation actuellement en pleine confiance qui avait notamment explosé Évian 5-1. Les Stacks devaient donc se méfier de cette équipe bourguignonne très redoutable sur les coups de pied arrêtés. Résumé du match. Même lorsqu'elle joue de façon assez moyenne, les Stacks trouvent toujours le moyen de contrôler la rencontre grâce à son emprise sur le jeu et à sa possession de balle. Ce fut encore criant vendredi soir face à de bien pâles Dijonnais. Les Troyens étaient pourtant contrariés dès la 12e minute par la sortie de leur arrière latéral gauche, Enza Yamissi, claqué et remplacé par Nsakala. Le doute ne s'installe toutefois pas et les Aubois concrétisent leur domination par ce coup franc victorieux de Duhamel dévié par Faussurier. Monsieur Guillard refuse le but pour hors-jeu. Et même au ralenti, ce n'est guère évident. Duhamel, on en reparle peu après la demi-heure de jeu avec cette frappe en angle fermé qui trouve la barre transversale de Padovani. Côté bourguignon, rien ou presque, il faut attendre la seconde période pour voir Badian menacer à Blondel. C'est les Stacks qui trouvera l'ouverture et de façon méritée, peu après l'heure de jeu, sur un centre d'Obadi. Sissoko remise dans la tête pour une demi-volée magnifique de Guy Delay qui laisse pantois Padovani. 1-0 pour les Stacks. Il y a un long ballon, il y a le défenseur qui la remet en... Et moi j'ai joué le deuxième ballon comme le coach nous l'avait demandé avant le match, que ce soit offensif ou défensif. Je sais pas, j'ai senti le coup et tant mieux pour moi. Une fois cette réussite à nous suit, aujourd'hui c'est moi, demain ça peut être un autre. Les affaires ne s'arrangent pas pour les Dijonnais qui verront leur défenseur Paul se faire expulser pour 2 cartons jaunes ulcérés. L'entraîneur de Dijon Carteron y voit une manœuvre troyenne. Je suis en revanche un peu plus dubitatif sur les méthodes adoptées par les Troyens depuis le début de saison pour finir systématiquement leur match en supériorité numérique. Voilà. Les joueurs réagiront enfin dans les toutes dernières minutes, mais les Stacks fera face. Blondel puis Drouin sur sa ligne écarteront les dernières tentatives dijonnaises. Malgré ce dernier coup de chaud, les Stacks s'imposent pour la 4e fois d'affilée à l'extérieur et prend le fauteuil de leader. Vous me l'apprenez, je ne sais pas les résultats, mais bon, c'est bien, mais je pense que c'est pour l'instant anecdotique. Par rapport au dernier match que nous avons effectué à Grenoble, sur le plan technique et sur le plan athlétique, on était un peu moins bien. L'équipe avait un peu moins de maîtrise que d'habitude et un peu moins de déplacement. Et la maîtrise technique était moins bonne qu'on a vu à Grenoble. C'est vrai que je sens l'équipe en performance un peu moins bien, mais bon, le résultat est là et est favorable. Il y a des périodes comme ça où ça sourit puisqu'on marque un très très joli but. Sur les 2 derniers matchs, les joueurs de Jean-Marc Furlan sont apparus un peu plus fatigués, manquant un peu de maîtrise. La trêve internationale va permettre de se reposer et de penser à autre chose. Allez, regardez le classement pour voir évidemment que les Stacks est leader. Les autres résultats aussi sont très importants, notamment pour voir que Sedan a battu très largement la formation d'Istres réduit à 10, 5 buts à 1. Dans le même temps, Clermont et Évian se sont neutralisés, 3 buts partout. Boulogne-le Havre aussi, un partout. Et pour finir, le voisin rémois a encore essuyé un échec face à Châteauroux, 2 buts à 0. Les Stacks est donc en tête avant le match de Tours ce soir face à Metz, 17 points, 1 point derrière les Stacks. Donc Évian est 4e avec 15 points. Et le petit train des relégués, Reims, Metz et Grenoble. Grenoble qui va très mal.
Pour rester dans le football, parlons de la séance d'entraînement inhabituelle qu'ont eu les footballeurs troyens cet après-midi au Stade de l'Aube, puisque c'est le vice-champion d'Europe du 3000 mètres steeple Bob Tari qui dirigeait la manœuvre. Ami de Jean-Marc Furlan quand il entraînait Strasbourg, le Messin d'origine n'a pas hésité à répondre à l'appel de l'entraîneur troyen. On l'écoute au micro de Damien Ardois à propos de cette amitié et de cet entraînement surprise. Écoutez, il était entraîneur à Strasbourg et moi je suivais les soins par l'intermédiaire du Racing Club de Strasbourg. Donc à son arrivée, on a très vite sympathisé. Ouais. Et puis c'est devenu quelqu'un de très proche. C'est devenu même un ami. Donc j'ai toujours continué à le suivre, indépendamment du fait qu'il bouge beaucoup. On a toujours resté en contact, on reste toujours en contact. Et voilà, comme ma première passion, c'est le football. Voilà, je joue un l'utile à l'agréable en venant ici aujourd'hui. Je me suis intervenu de manière épisodique, mais là je le fais par amitié pour le coach et parce que voilà, j'aime bien le football et en plus voilà, Troyes est en tête de la Ligue 2, donc même si je suis messin d'origine, ça me dérange pas de venir ici, quoi. Je vais en profiter d'avoir Ahmed Arejal sur le plateau pour demander son avis sur la venue de Bob Tari au Stade de l'Aube. Ça vous étonne un petit peu, ça, de voir le vice-champion d'Europe du 3000 mètres steeple faire son apparition comme ça ? Non, pas du tout, parce que les athlètes, contrairement aux footballeurs, sont beaucoup plus à l'approche des gens et on peut facilement leur parler. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et il parle facilement, comme tous les autres champions que j'ai rencontrés. Oui, puis ça arrive de temps en temps que des athlètes s'occupent de la préparation physique d'équipes de football ou de footballeurs. Je pense que dans le fond, il y a quand même la préparation, c'est la même, c'est une préparation physique générale, donc. Après, je ne suis pas très spécialiste du foot, donc je ne pourrais pas vous dire, mais je pense qu'il y a quand même un foncier à avoir et puis je pense que ça intervient de ce côté-là. Ouais, c'est utile quand même. Ouais. Et Ahmed, on se revoit tout à l'heure. On reste dans les sports collectifs avec le championnat de France de basket de National 3. Le BC Saint-André-les-Vergers recevait la formation du CSL Dijon pour le compte de la 3e journée du championnat. Les Dria étaient en pleine réussite avant ce match, cumulant 2 victoires en 2 matchs. Mais attention, il ne fallait pas pour autant verser dans l'euphorie. Reportage. Olivier Perrin avait pourtant prévenu ses joueurs avant la rencontre ne pas sous-estimer les Dijonais adversaires d'un soir. Il faut croire que le coach Dria n'a pas été écouté puisque ses basketteurs ont été accrochés durant toute la première mi-temps. Même si le BCSA a 12 points d'avance à la pause, cela ne suffit pas. Le CSL Dijon continue de demeurer à distance dans le 3e quart-temps, jamais plus de 13 points de retard. Avec la présence d'accélérateurs de jeu tels que Benabidi ou Konaté, Saint-André mène 56-42 à 13 minutes de la fin. Comme souvent, le BCSA s'appuie sur des joueurs d'expérience. Bocolo poussera Saint-André, mais ne pourra empêcher une nouvelle fois de voir Dijon revenir à 9 points. On s'attend à une fin de match difficile pour les partenaires d'Harry Danint jusqu'à ce que Mokoté Mapa, invisible jusque-là, prenne feu avec 8 points d'affilée. Je suis un shooter, faut jamais douter, un shooter, il ne doit jamais douter, même s'il en rate 10. À la dernière seconde, il va mettre le panier qui va sauver le match. Donc non, je doute pas, c'est le travail, il ne faut pas hésiter, c'est tout. Le BCSA prend alors 20 points d'avance à 5 minutes de la fin et peut alors terminer tranquillement cette rencontre. Victoire 85-62. Ce soir, moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'on ne sous-estime pas cette équipe. On a été par moments un petit peu, mais je pense que dans l'ensemble, c'était correct. Par contre, il ne faudra pas surestimer non plus les autres et avoir confiance. Et je veux dire, là, on va rentrer dans une phase où on va jouer des équipes qui sont favorites ou au moins qui peuvent faire jouer égal sur le papier. Donc là, on va rentrer dans un autre type de match et qui, à mon avis, est plus intéressant. 3e victoire en 3 matchs pour les Dria qui, décidément, continuent de surprendre. Regardons les autres résultats, notamment ceux de la Charité-sur-Loire ou bien Saint-Dizier, qui sont les concurrents directs donc, pour ce championnat de National 3 de Saint-André. Les résultats de la Charité, 68-49 face au Stade Auxerrois, alors que Saint-Dizier a glané 3 points d'écart face à Coulommiers, 93-90. Au classement, Saint-André logiquement en tête, à égalité donc avec l'US Charitoise et Saint-Dizier. On passe à la poule de Sainte-Savine maintenant, National 2 féminine. 3e victoire en 3 matchs aussi pour Sainte-Savine. Le basket au bois marche
très très bien. 9 points donc de débours pour Sainte-Savine face à Sceaux, 59-50. Dans le même temps, Furdenheim a gagné face à Aubervilliers 80-45, tandis que Hainaut a explosé en plein vol face à Aulnois 73-28. Le classement, Aulnois, Furdenheim et Sainte-Savine composent la tête du classement. Dimanche matin, dans les rues du centre-ville de Troyes, c'était le rendez-vous annuel du Tour du Bouchon de Champagne. Une 24e édition disputée par 800 coureurs, dont Ahmed Arijdal, grandissime favori après sa victoire sur les pentes de l'Escargot. Une course d'ailleurs vite prise en main par le Chapelain, parti très vite dès les premiers kilomètres. Seuls Zieba, donc Dutos et Grande Mange non licenciés parviennent à suivre le rythme imprimé par Arijdal, mais c'est apparemment trop soutenu puisque le licencié de Lussac finit par boucler les 6 km 8 en moins de 22 minutes et 24 secondes. Grégory Zieba du TOS Triathlon échoue à la seconde place à moins de 9 secondes. On écoute Ahmed à l'issue de sa victoire. Ah ouais, super. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette course. Je l'avais jamais faite parce que chaque fois j'étais blessé juste avant ou juste après. Et donc voilà, ça m'a fait super plaisir de gagner, surtout pour le club, pour les gens qui sont toujours là quand c'est dur. Et voilà, c'est une petite façon de les remercier aussi. Et pour parler de cette performance, Ahmed Arijdal est sur notre plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour. Pas mal la performance en interview quand même. Hein. Ouais. Allez, pour revenir sur ce Tour du Bouchon de Champagne, c'était plus facile que l'Escargot la semaine dernière quand même. Hein. C'était plus dans vos cordes, on va dire. Ouais, ça ressemblait plus un petit peu à ma spécialité. Ouais. C'est pas encore ça, mais bon, voilà, comme je disais, je l'avais fait pour le club, pour les gens qui nous soutiennent et tout ça, et ça leur fait plaisir, ça nous fait plaisir, et c'est un peu montrer le maillot, comme on dit. Voilà, exactement. Alors, vous gagnez le Tour du Bouchon de Champagne, c'était quelque chose qui était prévu pour vous, mais que vous gagniez l'Escargot une semaine plus tôt, ça c'était pas prévu par contre, parce que c'est une course qui vous correspond, mais alors pas du tout, vu le dénivelé de l'Escargot de Montgueux, qui est plutôt d'ailleurs pour les cyclistes, hein, comme Mathieu, honnêtement, on vous attendait pas du tout dans ce début de saison. Alors, il faut savoir que déjà pour l'Escargot, j'étais parti juste pour monter jusqu'en haut, le premier. Oui. Et après, je me suis dit, bon, je suis premier, j'ai une petite marge d'avance, je vais voir quand ils vont me rattraper, mais en fait, ça s'est bien passé. Ils vous ont pas rattrapé. Voilà. Et par contre, pour cette semaine, j'ai essayé de récupérer au maximum, et apparemment, j'ai bien réussi à récupérer. Et puis voilà, ça fait une belle course. Ça m'a fait super plaisir. C'est drôlement encourageant pour la suite. Hein. Oui, j'espère que ça suivra pour la suite et qu'on évitera les blessures, parce que c'est un peu mon problème. Généralement, je me blesse au mauvais moment à chaque fois. Justement, parlons-en des blessures, parce que vous revenez un peu de loin quand même. Parce que, bon, vous portez encore un petit peu les stigmates, parce que, précisons-le, vous avez eu un accident de voiture il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore 2 ou 3 semaines, je crois que vous aviez encore le bras en écharpe lors des 10 km de Montlogis, tout simplement. Et une semaine plus tard, on vous retrouve à l'Escargot, voilà, plus en écharpe et prêt à courir. Comment vous avez réussi à vous remettre comme ça? Parce que ça a été un accident assez éprouvant pour vous quand même. Hein. Renversé, vous étiez à vélo, vous avez été renversé par une voiture. Exactement, je prenais un virage, donc je retrouvais une voiture devant moi, j'ai pas pu l'éviter. Donc bon, après, c'est vrai que physiquement c'était dur. Après, je me suis fait une raison et le président du club m'a demandé si je voulais bien faire la course de l'Escargot. Donc c'est une course du club, voilà, j'ai pas du tout Vous avez hésité. pas réfléchi, quoi. Voilà, je lui dis oui, il n'y a pas de souci. Après, je la gagne, c'est encore mieux. Voilà, et après suivre avec le Tour du Bouchon de Champagne que je voulais faire depuis longtemps, mais c'était vraiment énorme, ouais, c'est bien. La suite de la saison, est-ce que vous comptez faire la saison de cross, vous, le pistard? Oui. Ouais, je pense que je vais faire du cross. Je vais même tenter la sélection pour les championnats d'Europe. Tenter, c'est pas la faire. Je sais que c'est assez délicat vu tout le nombre de gens qu'il y a pour 6 places. Il y a une grosse concurrence, ouais. Exactement. Et donc on verra. Mais l'objectif, c'est plutôt la saison estivale. C'est être bien sur piste.
notamment sur 5000 mètres. D'accord. Voilà. Mais il faut s'attendre à vous voir aux départementaux et surtout aux régionaux qui seront dans l'Aube cette année avec son note 30 janvier, je crois. J'espère. Merci Ahmed d'être venu sur ce plateau pour parler justement de votre magnifique performance. Donc, on l'a dit, autour du Bouchon de Champagne et à l'escargot. Joli doublé. Merci à vous. On passe aux résultats de handball pour voir que les masculins de l'ETAC se sont bien comportés malgré leur défaite, leur première défaite en championnat. Un but seulement de retard face à Villefranche, 29-28. Dans le même temps, Sarrebourg et Cernay ont respecté leur statut en battant respectivement Célestat et Wittelsheim. Au classement, l'ETAC évidemment recule à la 7e place. Sarrebourg, Villefranche et Cernay sont donc en tête avec 3 victoires en 3 matchs. Handball masculin, mais en National 3 cette fois-ci. Romy a obtenu le match nul face à la grosse équipe de Livry-Gargan. Score famélique par contre, 14-14. Dans le même temps, le voisin Rémo a perdu contre Tremblay 32-29, alors que Dieuloir a battu Bonny chez lui 26-22. Au classement, Dieuloir et Tremblay se partagent la tête. Romy est en 7e position, bien placé au milieu de classement, alors que Reims ferme la marche en fin de classement. On passe au domaine de l'Ovalie à présent pour voir le début de la saison pour le rugby Champagne Saint-André-les Vergers. Une première journée qui voyait les Dria affronter une équipe francilienne d'Ourdan. L'occasion donc de voir si l'équipe de Gilles Tosque était taillée pour la première série. Entame rêvée pour les Dria avec ce drop de Paillard dès la 9e minute. Dans la foulée, les joueurs de Gilles Tosque prennent un avantage plus conséquent suite à ce beau mouvement de Ruel, l'ailier gauche, est à la conclusion. J'ai vu les 3 joueurs monter sur moi, petit coup de pied donc par-dessus. Après, c'est le rebond qui revient vers moi. On a eu la chance aujourd'hui. 8-0 et 10-0 avec la transformation de Paillard. Les Bleus insistent et Dourdan se met à la faute plusieurs fois. La botte de Joseph Paillard fait alors une nouvelle fois mouche. Le demi-mêlée de Saint-André permet à son équipe de mener 16-0 à la mi-temps. Les entraîneurs de Ria sont d'ailleurs satisfaits. Les joueurs ont respecté la consigne, profiter de l'avantage du vent. Les directives, c'était en premier quart d'heure, 20 minutes, jouer chez eux avec le vent. Après, on pouvait tenter s'il y avait besoin, au contraire, il faut jouer. Mais les directives, c'était surtout de jouer chez eux en premier quart d'heure, 20 minutes. Et ça, c'est très bien fait, quoi. En seconde période, contre le vent, donc, le RCSA va plus insister sur les mauls et cela va payer car la cocotte Dria est inarrêtable. Girard marque le 2e essai Dria dès la 48e minute. Essai non transformé, le RCSA mène quand même 21-0. 21-3 à la 56e minute suite à cette pénalité accordée à Dourdan. Goutte d'eau dans le désert offensif francilien, d'autant que le RCSA continue sur sa lancée. Paillard rajoute 3 points, 24-3 à l'heure de jeu. Et c'est un essai, une nouvelle fois collectif, qui va conclure cette rencontre. Daou aplatira derrière la ligne, 29-3. Le RCSA remporte son premier match de la saison. On a bien maîtrisé, on a choisi de commencer avec le vent justement pour être en confiance et commencer à prendre le score. On sait que c'est important dès les premiers matchs. Donc on a maîtrisé, à la mi-temps on est devant et surtout en deuxième mi-temps on a fait ce qu'il fallait. Contre le vent, on marque un essai assez vite. Je pense que là ils ont commencé à lâcher. On met un deuxième essai ensuite, donc bonus offensif à la clé. Donc là le contrat est rempli, là la saison est vraiment bien lancée, c'est super, quoi. Bon, même s'il reste du boulot. Saint-André a donc pris une option sur la qualification au play-off grâce à cette belle victoire. Une victoire à confirmer le 24 octobre prochain pour un déplacement à Gif-sur-Yvette. Notre invité de fin de journal ce soir, c'est Mathieu Drujon, notre coureur professionnel cycliste de la Caisse d'Épargne. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors autant que ça puisse paraître étonnant, votre saison est déjà finie alors que nous sommes seulement le 4 octobre, Mathieu. Oui, mais si ça se finissait début octobre, ça irait encore. Mais en fait, elle s'est terminée le 22 août, puisque ma dernière course était le 22 août au Grand Prix de Plouay en Bretagne. Oui. Alors, quelle en est la raison? Parce que on s'est vu il y a quelques semaines déjà pour un reportage pour dire que évidemment le contrat avec la Caisse d'Épargne s'arrêtait, oui. Mais la Caisse d'Épargne vous a fait un petit peu un cadeau empoisonné pour cette fin de saison. Hein. Oui, bon, je suis pas le seul dans ce cas-là. On est nombreux, on est 27 coureurs. Au mois de septembre, toute l'attention de l'équipe était concentrée sur l'équipe qui était au Tour d'Espagne, la Vuelta. Et donc, il y a d'autres courses en France auxquelles on aurait pu participer. Mais
le manager général, Eusebio Unzue, ne souhaitait pas les faire, ne souhaitait pas mobiliser plusieurs fronts pour aller faire ces courses-là, alors que nous, on en aurait eu besoin pour finir la fin de saison correctement. Et donc, je m'attendais à faire juste les 2 dernières courses, Paris-Bourges et Paris-Tours, le 7 et 10 octobre. Ouais. Et en fait, on ne m'avait pas prévenu que je ne les ferais pas, sûrement qu'ils prévoyaient de m'y mettre, mais il y avait peut-être eu des changements de dernière minute, comme souvent. Et donc... là, la semaine dernière, j'ai appris j'ai vu la convocation, les 8 coureurs qui devaient aller à cette course, j'en faisais pas partie, il n'y avait que des Espagnols, donc même Arnaud Coyot qui espérait la faire ne la fait pas. Donc, C'est quand même curieux cette façon de procéder, vous coupez, et puis vous coupez pendant plus de 2 mois, et puis du jour au lendemain, voilà, c'est fini, c'est une drôle de façon de procéder quand même. Oui, très drôle, c'est sûr, parce que bon, quand ça arrive en pleine saison, je m'entraîne dur pendant 1 mois et demi quand il y a besoin. C'est dur, mais après, il y a plein de courses qui suivent, il y a plein d'occasions de s'exprimer. Mais quand c'est en fin de saison, qu'après c'est les vacances, si on veut, c'est la trêve hivernale. Ça ne sert plus à grand-chose, parce que déjà, on manque de rythme en ayant fait 1 mois et demi sans course. Alors, juste à l'entraînement, on sait qu'on ne va pas être compétitif pour gagner la course. Ouais. Donc, on part avec un gros handicap et toute la motivation diminue. Et voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, c'est donc un petit peu amer que vous bouclez cette saison 2010. Vous auriez aimé que ça se termine un petit peu mieux, quoi. Ah oui, un petit peu amer. Bon, à partir du moment où je sais que j'ai signé un contrat pour l'année prochaine, donc avec Big Matt Aubert. Donc déjà à ce niveau-là, je suis quand même serein. Ça va rien changer que je fasse ces 2 dernières courses ou pas. Donc maintenant, j'y pense plus et je pense à l'année prochaine, quoi, pour essayer de faire une grande saison, quoi. Quel souvenir vous garderez de ces années à la Caisse d'épargne Paris-Roubaix, le Tour des Flandres Oui, les premiers gros souvenirs, c'était quand je venais d'arriver de la petite équipe de 3e division et que je côtoyais les grandes stars, Valverde, Pereiro, et les grands coureurs comme ça, les côtoyer, rouler pour eux. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain comme ça fait drôle. Après, on s'habitue. J'ai pris toujours beaucoup de plaisir à courir pour cette équipe. C'est juste la fin qui reste un petit peu sur une mauvaise note. Mais bon, à part ça, j'ai bien progressé. Mais le problème, c'est à rouler des fois en tête de peloton, faire des tempos, peut prendre le poids de la course avec une grande équipe comme ça, ce qu'on ne faisait pas avant, avec une petite équipe. Mais comme c'est un programme trop décousu, je perds mon niveau au fil de la saison, alors que ça commence très fort avec l'Australie, Tourmaine, j'enchaîne 16 courses en 1 mois, et puis après c'est très décousu. Et voilà, quoi. La saison prochaine, vous aurez un statut de leader quelque part, puisque honnêtement, on vous attend sur plusieurs courses, donc notamment Paris-3, on pourra vous voir sur Paris-3. Oui, donc sauf accident, je serai au départ de Paris-3, on est 14 coureurs. Je souhaite y participer et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne m'y mettent pas, c'est chez moi, les coureurs motivés, ça plaît aux sélectionneurs entre guillemets, donc sauf accident je serai au départ de Paris 3. Ouais. D'accord. Je vais stopper cette interview, Mathieu, parce que c'est le moment de gagner un décodeur TNT sur l'antenne de Canal 32. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de téléphoner à un numéro qui va s'afficher en bas de l'écran, c'est le 0325 72 31 95. Vous donnez le mot de passe, clin d'œil ce soir à Ahmed Arejal, c'est Bouchon, le mot de passe c'est Bouchon, vous dites Bouchon, vous téléphonez au numéro qui s'est affiché, vous dites Bouchon et vous gagnez le décodeur TNT mis en jeu ce soir, vous pouvez appeler dès maintenant. Mathieu, je vous remercie beaucoup d'être venu sur le journal de Canal 32. On vous souhaite bonne chance pour donc cette année à Big Matt Aubert. On l'espère qu'il va peut-être bien se terminer parce que des courses, vous méritez d'en gagner. Merci. Merci beaucoup. On regarde l'agenda du week-end sportif prochain pour voir que dès vendredi, vous pouvez vous rendre au Stade de l'Aube pour voir le match entre la France et la Turquie. C'est un match de football international espoir. Il y aura peut-être des Aubois sur la feuille de match. C'est au Stade de l'Aube, je vous le répète, à 20h45. Le lendemain, il y a du badminton avec le championnat de France de National 3. Le PL3 reçoit l'équipe de Moulins. C'est à 16h et c'est au COSEC 3. L'occasion pour le PL3 de ramener la première victoire en championnat. Il y a aussi le même jour, mais un peu plus tard dans la journée, à 18h au complexe Raymond-Laurent, l'équipe du Rosières Saint-Julien Handball en National 3 féminine. Là aussi, les Senseo Coyotes tenteront de poursuivre sur leur lancée de victoire
Ils sont déjà à 2 victoires en 2 matchs. Le match est prévu contre Hochfelden, donc samedi soir. Et pour terminer donc ce week-end sportif, le PL3 accueille Assul Lyon. C'est du volley cette fois-ci en championnat de France de National 3. C'est à 15h et c'est à la halle de l'UTT. Ce sera le 2e match pour le PL3. Ils ont perdu ce week-end pour leur entrée dans la compétition face à Riom. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt.